Parlons peu, parlons bien, vous avez passé une longue journée, vous avez chaud, moi aussi. On est tous fatigués, donc je vais essayer d'être très rapide. Effectivement, anthropologue, et j'ai été présenté comme quelqu'un de complètement extérieur. En fait, c'est un petit mensonge. D'accord, on peut le dire maintenant qu'on a noué des liens d'amitié. Il y a quelques mois, je débarque ici avec le directeur du laboratoire d'Institut des systèmes intelligents et de robotique où je travaille actuellement, à faire une anthropologie culturelle et sociale des robots. On sympathise, etc. Et puis tout d'un coup, voilà, quelques mois plus tard, je me retrouve ici en train de faire ces conclusions. Donc j'ai pris quelques notes au fil de la journée et je ne vais pas me permettre de tout reprendre l'ensemble des éléments, mais j'aimerais quand même dresser un certain nombre, pas de constats, mais de points soulignés. Qui me semble relativement important, et je vous assure, je vais être très bref. Je vais essayer de parler fort, mais comme vous, j'ai plus de voix, je suis fatigué, j'ai beaucoup bu d'eau, etc., etc. D'abord, merci de cette invitation, parce qu'ici, il se passe des choses qui sont très importantes et très intéressantes, qui ont tendance à montrer que la synergie entre les sciences humaines et sociales et les sciences technologiques, entendues dans leur acception la plus large, est une réalité, c'est-à-dire que ça peut se faire. Effectivement, j'ai été directeur des SHS de l'ANR pendant 4 ans et demi, mais j'ai arrêté en septembre 2021. Et cette injonction à l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qu'on a entendu partout en nous disant « Oui, alors les SHS, vous allez travailler avec l'écologie, vous allez travailler avec les sciences médicales et biologiques, et vous allez travailler avec les sciences du numérique, etc. » Et à chaque fois, on se retrouve dans la problématique des SHS cosmétiques, c'est-à-dire le supplément d'âme en disant on va prendre un économiste, on va prendre un sociologue. Sociologue, ça marche mieux en ce moment. D'ici quelques années, les philosophes prendront la place et ainsi de suite. Les anthropologues, ça marche un peu parce qu'on a ce caractère un peu exotique. Hein, on amène de la culture, de l'étrangeté, de la tradition, de la primitivité, etc. Bon, je suis un peu loin du Népal et de l'Inde où j'ai l'habitude de travailler, mais les robots, c'est tout aussi excitant. Bref, et donc, il se passe quelque chose ici de la réalité de quelque chose en train de se faire. Et je vous rassure, vous êtes en pointe sur moi ce que j'ai observé, parce qu'il se trouve que la recherche que je mène actuellement m'amène dans différents laboratoires et dans différents espaces interfaces, puisque la semaine dernière, je l'ai mentionné à quelques personnes ici, j'étais à l'inauguration de ce qu'on appelle Terra Numérica, c'est-à-dire une grande cité du numérique à Sophia Antipolis in Ria, maison de l'IA et maison de la robotique donc dans la région sud, et aussi il lance des choses avec une véritable intégration interdisciplinaire. Donc vous l'avez déjà œuvré dans le champ spécifique de la santé, et c'est déjà remarquable, et il faut, voilà, même si c'est un regard extérieur, mais vous avez un pas d'avance. J'ai entendu quelqu'un qui disait on est un peu en retard, peut-être pas partout, mais là, sur ce coup-là, vous êtes en avance. J'ai vu ça et j'en ai vu d'autres ailleurs, et je vais continuer à me promener. Alors, deuxième chose, petit clin d'œil personnel, moi j'ai un doctorat de sociologie, mais je suis professeur d'anthropologie, vous avez montré quelque chose que Bourdieu a tort. Je suis très content de ça. On est content là-dessus. Souvenez-vous, dans les leçons de sociologie, Bourdieu nous explique qu'un problème social n'est pas un problème sociologique. Eh bien, vous avez réussi à montrer que si, et que vous avez réussi par un coup de baguette magique, cette espèce de succès qui consiste à dire il y a une demande sociale, il y a une réalité qu'il faut prendre en considération, et on la transforme non seulement en sciences sociales efficaces, mais en plus avec des concepts, avec des idées. Deux choses, une réflexion sur l'éthique qui était particulièrement intéressante ce matin, parce qu'il fallait suivre tout en totalité. Vous avez lancé une vraie réflexion autour de la pratique de l'éthique. Je signale qu'en anthropologie, on a le concept d'éthique pratique, qui inverse la méthodologie, qui se pose la question de savoir l'éthique non pas comme espèce de... disons, de moralité cadrée et cadrante qui permettrait d'insérer des questions essentielles, la valeur, etc., dans ce qu'on fait, en particulier avec les technologies. On pourra y revenir sur les technologies d'ailleurs, mais non plus en abstraction, mais cette fois dans l'action des acteurs. C'est-à-dire les gens se posent la question, mais qu'est-ce que je fais ? Et est-ce que ça a de la valeur ? Et jusqu'où je dois m'arrêter ? Puisque quelqu'un l'a dit ce matin, jusqu'où n'est-on pas allé trop loin ? C'est quand même quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Bravo également pour tout ce que vous avez également mis en œuvre sur le plan de... Alors j'essaye de lire mes notes, mais elles sont griffonnées de telle manière que moi-même n'arrive pas à me lire. D'avoir mis en œuvre une véritable sociologie de l'innovation, alors que l'innovation, mais ça on en parlera demain, l'innovation c'est aussi un concept, disons, de la novlangue de la Commission européenne qui essaye de nous... disons, subordonner les SHS à un ensemble de programmatiques qui sont des programmatiques technocentrées. Et là, on a une vraie genèse, une vraie diffusion et une vraie réflexion sur les modes d'appropriation. Merci.
Ça veut dire que nous ne sommes pas simplement, encore une fois, le vernis pour des grands programmes, même s'il faut aller chercher des grands programmes, évidemment. Nous n'avançons pas simplement d'amour et d'eau fraîche. On a besoin d'argent, on a besoin de logistique, on a besoin de lieux, on a besoin de chercheurs, etc. Je passerai sur la pensée magique, le bricolage et la sacralisation ou désacralisation de la technologie. C'est mon champ de recherche, donc on pourra en reparler entre nous un petit peu plus tard. Et j'avance maintenant sur d'autres thématiques qui me semblent particulièrement intéressantes. Il y a eu un fil rouge autour de la simulation. C'était très, très important. Vous êtes-vous rendu compte qu'il y avait 3 exceptions à la notion de simulation? Il y avait une simulation qui était une simulation type psychodrame. Donc, dans les technologies, effectivement, dans les méthodologies, le psychodrame était un petit peu antérieur à celui de la simulation. C'est un vieux truc de psychosociologue des années 60, ça marche bien. Ensuite, il y a eu une simulation numérique, souvenez-vous, et ensuite, la 3e exception, c'était la modélisation. Donc vous avez une sorte de fil rouge théorique et méthodologique, celui de la simulation comme étant un outil permettant de produire de l'information et de réfléchir, qui a été décliné selon les perspectives, selon les terrains, dans des perspectives relativement différentes. C'était quand même assez intéressant. J'ai réussi à résumer tout ça de manière assez rapide. Je suis un peu contrit que le professeur Berrouet soit parti. J'avais des choses à lui dire et des questions à continuer à lui adresser. N'est-on pas allé trop loin, se pose-t-il comme question. Nous, en anthropologie, on a tendance, mais j'arrive derrière d'autres personnes qui, en robotique, ont déjà posé la question. Donc Jean-Pierre Lomont, pour le citer, qui est disparu il n'y a pas longtemps, qui est de l'Académie des sciences et qui était un grand roboticien, donc français, qui, à l'occasion de sa leçon inaugurale, a posé la question, est-ce qu'on n'est pas sur la récidive d'Héphaïstos? Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec la mythologie, Héphaïstos, j'essaie de vous réveiller dans les derniers instants, vous allez voir. Héphaïstos, c'est le premier dans l'histoire mythologique qui a créé des machines qui sont autonomes, c'est-à-dire des robots. Talos, le premier robot de l'histoire de l'humanité, a été créé par Héphaïstos, et Héphaïstos a créé plein de machines qui ensuite, après, se sont transformées en plein de choses, jusqu'au canard de Vaucanson et tout un tas de choses qu'on connaît depuis, et des gens que vous fréquentez après, effectivement, Nao, Pepper, Qt, et tout un tas d'autres gens mécaniques. Et il m'a traversé l'esprit à ce moment-là que la question posée par Berrouet était la suivante, est-ce que Héphaïstos ou Icare? N'est-on pas allé trop loin finalement? À quel moment on va se brûler les ailes? Et c'est très intéressant parce que ça donne de la contextualisation, ça montre que des choses avancent, mais avancent sur un arrière-plan de réflexion en disant vers où on va. On n'est pas simplement dans la réponse ou la solution technique à un problème qui est un problème de santé publique ou un problème de catégorie sociale, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce pas de recul qu'on doit faire nécessairement pour essayer de comprendre comment on s'inscrit dans un horizon. J'ai entendu narration tout à l'heure. Effectivement, on nous raconte que les technologies, on va dans le champ des technologies. Il y a aussi la low-tech, je vous rappelle, qui essaye de ralentir un peu le mouvement actuellement. Il y a des mouvements contre la technologie. Il y a tout un tas de résistances sociales et culturelles à toutes ces technologies que nous, on développe ici et qu'on trouve ici ou ailleurs et qu'on trouve intéressantes à développer, mais sans naïveté, évidemment. C'est ça aussi qui est très intéressant. J'ai beaucoup aimé, est-ce que la personne est toujours là? Et non, elle est déjà partie, décidément. C'est un tropisme. Quelqu'un qui disait, donc Sophie Culas, je crois, qui est là, est-ce qu'on a fait quelque chose de nouveau? Là aussi, se poser la question des continuités, et j'ai beaucoup aimé la dernière table ronde également, mais il y a aussi tout ce qui s'est passé dans la journée, parce qu'on est revenu aussi sur la question de qu'est-ce que les gens ont déjà l'habitude de faire. Et moi, je suis un fervent lecteur de journaux qui sont assez faciles à lire, mais qui donnent beaucoup d'informations. Le Courrier international, qui il y a quelques semaines nous expliquait que 95% du troisième âge japonais est connecté, est tellement connecté qu'ils refusent de parler désormais à leurs petits-enfants. Alors, ils sont connectés sur les smartphones, et ils sont de nouveau dans la rupture de lien social. Alors, ils ont un lien technologique, mais ils n'ont plus de lien social. Alors, les parents et les petits-enfants commencent à râler en disant « on ne voit plus pépé, mémé » parce qu'ils sont hyper connectés. Donc, c'est des réalités qui existent et qu'il faut considérer, c'est-à-dire que les environnements sont déjà connectés, ils sont déjà technologiques, ils sont déjà robotisés. Effectivement, qu'est-ce qui vient s'ajouter, s'emboîter et se transformer? C'est-à-dire qu'est-ce qui est véritablement en fait une innovation?
C'est un peu toujours cette question. Et je reviens là aussi sur quelque chose de très intéressant, 2 derniers points, et après, promis, on part et on va boire un coup, qui est le suivant. Vous avez matché aussi un certain nombre de mots-clés qui sont les mots-clés de la Commission européenne. Il se trouve que non seulement ma participation à l'ANR, mais aussi il se trouve que je suis expert dans des comités d'évaluation des différents projets financés à Horizon Europe, à l'ERC, etc. Et en fait, il y a d'abord une problématique de l'inclusion qui est devenue maintenant prioritaire sur l'agenda de la Commission européenne. Évidemment, le numérique, on est d'accord, mais la grey economy aussi. C'est quelque chose qu'on a tenté de lancer à l'époque de l'ANR dans ce qu'on appelle une GPI, Joint Programme Initiative, j'ai déjà oublié, qui consiste à mettre 18 pays qui collaborent, qui mettent du fric ensemble et qui lancent des projets de recherche en disant on va travailler. Alors au départ c'était les old et puis après c'est les oldest all et tout un tas d'autres catégories qui sont des catégories qui méritent quand même qu'on s'y attache, qui sont des gens avec du pouvoir d'achat, avec de l'action, avec une activité de loisirs, etc. Alors cette initiative, non seulement elle a bien marché, mais en plus elle est en train de se développer et les pays européens mettent de plus en plus d'argent. Donc vous avez 3 lignes de programmation européenne fondamentales qui continuent à être abondées, sur lesquelles vous êtes positionnés. Donc voilà, le message, vous avez compris, il y a des guichets et des gros guichets. Vous êtes en pointe, il y a une correspondance. J'ai entendu tout à l'heure une histoire de synchronie. Vous êtes bien synchrone de ce point de vue-là. Alors évidemment, et c'est mon mot de fin, quelques esprits chagrins diraient que là, on se trouve avec des SHS au service des technologies aliénantes qui sont au service de la technologisation de la société, de la robotisation, de l'assujettissement de l'homme à la machine, etc., etc. Une réflexion à vaste échelle qu'il faut entendre également, puisqu'il y a quand même des déterminants économiques, des déterminants sociologiques, etc., qui viennent quand même derrière un peu cadrer ça. On n'est pas juste aussi à l'appui et à l'aide de certaines personnes et de certaines communautés. Mais je ne doute pas que votre réflexion critique de sociologues et d'autres personnes issues d'autres horizons viendra mettre un petit peu d'eau dans ce vin plutôt amer. Merci beaucoup et belle journée.